Zelensky n'a pas obtenu les Tomahawks. L'Ukraine n'a pas reçu de Tomahawk de la part des États-Unis. On a beaucoup parlé récemment des démarches diplomatiques du côté américano-ukrainien, ainsi que du côté de l'OTAN. Voici comment il a réagi aux menaces de la Russie à ce stade. Une partie du succès du président Trump avec Israël et le Hamas tenait au fait qu'il exerçait une pression sur toutes les parties. Le président Trump doit-il se montrer plus ferme avec le président Poutine? Oui, et même plus. Poutine est semblable mais plus fort que le Hamas. C'est une guerre bien plus vaste. Donald Trump a déclaré ceci à propos des informations, selon lesquelles il y aurait une demande pour que l'Ukraine cède de larges portions du Donbass. Lors de cette réunion, lui avez-vous dit qu'il devait céder toute la région du Donbass à la Russie? Non, nous n'en avons jamais parlé. Nous pensons qu'il devrait simplement s'arrêter aux lignes où il se trouve. Les lignes de front. Il y a une ligne de front en ce moment. Le reste est très difficile à négocier. Si vous commencez à dire « vous prenez ceci, nous prenons cela », vous savez, il y a tellement de permutations possibles. Donc, ce que je dis, c'est qu'ils devraient s'arrêter maintenant aux lignes de front, rentrer chez eux, arrêter de tuer des gens et en rester là. Que pensez-vous qu'il devrait se passer avec la région du Donbass? Qu'elle reste telle qu'elle est découpée actuellement. Elle est déjà morcelée. Je pense que 78% du territoire est déjà pris par la Russie. Vous la laissez comme elle est pour l'instant. Ils pourront négocier quelque chose plus tard. Des revirements constants du côté américain, poursuivre le conflit, tenter de le geler. Et bien sûr, Zelensky, je veux dire, rien que cette interview l'a presque laissé sans voix quant à la manière dont l'Ukraine devrait réellement réagir. Il rejette tout cela. Zelensky rejette toute forme d'ouverture en faveur d'une cession du Donbass. Vous avez parlé de revirement. Je veux dire, vous venez d'en voir un de Trump. L'été dernier, lorsqu'il a rencontré Poutine en Alaska, il a déclaré qu'il acceptait qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu et que ce qu'il fallait, c'était que les deux parties, même pendant que la guerre se poursuivait, s'assoient, négocient et parviennent à un accord entre elles. Et maintenant, il dit exactement le contraire. Il devrait y avoir un cessez-le-feu, puis, après le cessez-le-feu, des négociations. Quelque chose que, bien sûr, les Russes ont constamment et à plusieurs reprises rejeté et n'accepteront jamais. Vous pouvez donc voir que Trump dit une chose un jour et quelque chose de complètement différent le lendemain. Les rapports, et je crois à ces rapports d'ailleurs, je leur fais plus confiance qu'à ce que dit Trump. Quelle surprise! Je crois les rapports selon lesquels, en fait, au cours de cette réunion, Trump a bien dit à Zelensky, « Écoute, tu dois accepter que tu vas perdre le Donbass et te retirer. Mais c'est une chose un jour, et quelque chose de complètement différent le lendemain. » Je ne pense pas que Trump lui-même sache comment gérer cela. Et si l'on revient à ce que Zelensky disait plus tôt, ainsi qu'à ce que l'intervieweuse lui a dit, on voit immédiatement le problème. Car elle a demandé à Zelensky s'il pensait réussir à instaurer la paix en exerçant une pression sur les deux parties. Mais le problème, c'est que Trump n'est pas en position d'exercer une pression significative sur les Russes. Les Russes sont une grande puissance. Ils ont de solides alliés en Chine et en Inde. Il y a eu des tentatives pour amener les Russes à exercer des pressions sur eux par le biais de sanctions et de tarifs douaniers. Cela dure, eh bien, certainement depuis 2022 et en réalité depuis 2014, et cela n'a rien donné. Nous avons vu un approvisionnement sans fin en armes à l'Ukraine, et cela n'a rien donné non plus. Les Russes sont toujours en train de gagner. Donc la formule « exercer plus de pression sur la Russie, exercer plus de pression sur Poutine » est essentiellement un plan pour refaire la même chose, ce qui a déjà échoué.
Et on peut comprendre pourquoi Trump lui-même, dans ses moments de lucidité, pourrait voir que cette formule ne fonctionnera pas. Ce qui est si intéressant dans tout cela, Alexander, c'est que l'Ukraine et l'OTAN s'adaptent désormais. Zelensky, immédiatement après sa conversation la plus récente avec Donald Trump, s'est tourné vers l'Europe et a dit « Nous devons intensifier nos efforts », presque comme s'il disait « Nous devons remplacer ce que les États-Unis ne fournissent plus ». Car d'après ce que je comprends, même si ce n'est pas une politique officielle à proprement parler, il y a eu une baisse spectaculaire du soutien à l'Ukraine, quelles qu'en soient les raisons. Et vous pouvez évoquer ces raisons. Mais au bout du compte, il semble que l'Europe soit celle qui doit se débrouiller, tout en devant en même temps recevoir et obtenir des États-Unis tout ce dont elle a besoin pour aider l'Ukraine. Cela donne l'impression d'une situation très désespérée. Eh bien, en effet, la situation est très désespérée. Et c'est pourquoi nous sommes ici, à cet endroit où nous nous trouvons. Pendant que Zelensky accorde ses interviews et semble extrêmement malheureux, d'ailleurs, tout au long de ses entretiens, Trump tient des propos complètement contradictoires, exactement comme vous l'avez dit au début de cette émission. Je veux dire, ces sautes d'humeur extrêmes, ce sentiment évident de mal-être et d'inquiétude, et le fait que tout a été tenté jusqu'à présent, sans que rien ne fonctionne. À présent, les Européens savent parfaitement qu'ils ne disposent pas de la base industrielle nécessaire pour fournir des armes à l'Ukraine à une échelle correspondant aux exigences de cette guerre. Les Européens ont parlé de fournir des obus à l'Ukraine, mais ils n'y sont pas parvenus, en tout cas pas dans les quantités nécessaires. Il y a eu toutes sortes de discussions sur des flottes de drones que les Européens allaient envoyer, mais cela ne s'est jamais concrétisé. On parle de chars. Apparemment, l'Europe n'en fabrique plus. Elle ne le fait plus depuis de nombreuses années. Et apparemment, je ne l'ai appris que grâce à The Economist, les États-Unis non plus. Les chars américains sont entreposés et ils doivent être remis à neuf de temps en temps. Chaque remise à neuf prenant apparemment 2 ans. Il y a donc une pénurie critique d'armes pouvant être fournies à l'Ukraine. J'ai lu récemment, je crois que c'était encore dans les médias américains, qu'il avait été question il y a quelques semaines de créer une zone d'exclusion aérienne ou d'abattre des missiles et des drones russes au-dessus de l'ouest de l'Ukraine, avec la participation des forces aériennes occidentales. Il a rapidement été reconnu que s'il faisait cela, en quelques semaines, l'Occident manquerait de missiles air-air, car les Russes produisent des drones et des missiles en bien plus grande quantité que les puissances occidentales ne le peuvent. Voilà donc le problème. Les Européens ne peuvent pas compenser ce que les Américains assuraient autrefois, et les Américains eux-mêmes rencontrent des difficultés avec leurs armements. Trump lui-même, d'ailleurs, a tenu toutes sortes d'autres déclarations à peu près à la même période. Il a dit, vous savez que nos stocks sont épuisés. Évidemment, nous avons donné à l'Ukraine ce que nous pouvions. Mais au bout du compte, il est plus important de garder des armes pour nous-mêmes, car c'est notre priorité. Et si les États-Unis avaient la capacité d'inonder l'Ukraine d'armes et d'égaler ou de dépasser l'approvisionnement venant du côté russe, ils le feraient, les Européens aussi. Et nous n'aurions pas ces discussions. La situation de la guerre serait complètement différente. Mais après 4 ans, nous pouvons constater qu'ils ne le peuvent pas. Et cela, d'ailleurs, est le fait le plus important de tous à propos de cette guerre. Qu'est-ce qui explique alors cette divergence? Parce que l'OTAN, je le vois partout dans les médias occidentaux, parle de se préparer à une invasion russe ou à des questions plus larges concernant l'OTAN. Et il est aussi question de redoubler, voire de tripler les efforts en Ukraine.
Pourtant, on observe ce genre de revirement chaotique du côté des États-Unis, qui, du moins en termes de relations publiques et d'interactions avec l'Europe, ont déclaré « Non, c'est désormais votre guerre ». Mais en même temps, alors que cette sorte de requalification du conflit se poursuit, la position américaine semble complètement dispersée. Un jour, on parle à la Russie, le lendemain, on se montre agressif envers elle. On menace d'envoyer de nouvelles armes, des Tomahawks, puis on se rétracte. Quelle est la raison pour que cela continue ainsi? Il n'y a vraiment aucune trajectoire claire ici, si ce n'est ce qui semble se produire par défaut. La guerre continue, et tous les partis jouent au moins un certain rôle. Eh bien, il y a toujours une différence entre les États-Unis et les Européens. Les États-Unis sont une superpuissance. Ils ont des intérêts partout dans le monde. Ils se considèrent et se présentent au monde comme le pays le plus puissant, et ils conservent leur autonomie et le contrôle de leurs décisions. Les Européens, en revanche, ne sont pas du tout dans cette position. Ce sont des pays beaucoup plus petits. Pris individuellement, aucun d'entre eux ne peut rivaliser, même de loin, avec la puissance des États-Unis. Collectivement, ils ne constituent pas un contrepoids efficace à la Russie, et ils dépendent fortement des Américains. Cela donne donc aux Européens et aux Américains des perspectives profondément différentes. Car, du moins en théorie, si les États-Unis disaient « Écoutez, l'Ukraine, nous n'allons pas gagner ici, les Russes dominent, ils vont l'emporter », c'est le moment pour nous de conclure un accord avec les Russes. Et nous nous détournons pour nous concentrer sur d'autres choses. Déclencher des guerres au Moyen-Orient, dans les Caraïbes, en Asie de l'Est. Eh bien, les Américains, en théorie, ont la capacité de le faire. Les Européens, en revanche, se sont entièrement engagés à soutenir l'Ukraine. Si cela se produit, si les Américains se retirent, l'Ukraine perd, la Russie gagne. Ce serait une défaite majeure pour les puissances européennes qui ont soutenu l'Ukraine, et ce serait une défaite face à un pays immensément puissant, la Russie, qui est leur voisin. L'un des dirigeants européens, je crois que c'était Donald Tusk, le Premier ministre de la Pologne, l'a dit très simplement, une défaite de l'Ukraine est une défaite de l'Europe. Voilà la différence. Maintenant, en ce qui concerne les États-Unis, c'est là que, selon moi, nous entrons dans toute une série de problèmes créés par la grande stratégie américaine, car les États-Unis restent sans doute le pays le plus puissant du monde. Mais ce que l'on constate, c'est qu'au cours de la dernière décennie, et plus encore des 20 dernières années, la géographie politique du monde a commencé à se retourner contre elle. La Chine s'est élevée et a énormément gagné en puissance, et la Russie, après la crise des années 1990, s'est rétablie et est redevenue une puissance importante. La Chine et la Russie travaillent ensemble, et d'autres pays semblent attirés par ce nouveau regroupement, dont la Chine et la Russie constituent le noyau. Les États-Unis s'en inquiètent. Ils veulent briser ce nouvel axe de pouvoir, en quelque sorte le désunir, et ils se concentrent sur la partie la plus faible de cet ensemble. Et il a été décidé, je pense, il y a quelques années, que la Russie était plus faible que la Chine, ce qui est d'ailleurs incontestable. L'idée était donc de créer une crise avec la Russie, d'affaiblir la Russie. La Russie est déjà relativement faible, nous pouvons l'affaiblir encore davantage. Et cela devait briser cette nouvelle coalition qui commençait à se former entre elles. Mais ce qui s'est produit au contraire, c'est que, plutôt que la Russie ne s'affaiblisse, c'est les États-Unis eux-mêmes qui se sont affaiblis à cause de toute cette stratégie, de toute cette approche. Et le résultat, c'est une crise à Washington parmi ceux qui disent « Écoutez, nous ne pouvons pas abandonner maintenant, nous avons tellement investi là-dedans. » Nous avons un tel intérêt à soutenir l'Ukraine. Si nous abandonnons maintenant,
nous concédons la défaite à l'autre camp, et cela aura un impact énorme sur notre position mondiale et sur notre capacité à nous maintenir comme la première puissance mondiale. C'est là un groupe d'influence très puissant aux États-Unis. Puis il y a l'autre camp qui dit, eh bien, regardez, cela est allé aussi loin que possible. Il faut y mettre un terme. Si nous continuons ainsi, le fiasco auquel nous serons confrontés sera encore pire. Et le résultat, c'est que les États-Unis penchent d'un côté puis de l'autre. Ils changent pratiquement de position d'un jour à l'autre. Tout ce que tu as dit m'a fait penser aux rapports. Tu les as probablement vus, Alexander, lorsque Zelensky a rencontré Donald Trump lors de sa visite la plus récente. Et cela s'est produit à plusieurs reprises, lors de plusieurs entretiens que Zelensky a eus avec Trump. Cela ne s'est pas bien passé. Il y a eu des cris, des éclats de voix, peut-être un niveau incroyable de manque de respect envers Zelensky de la part de Donald Trump et de la part de ses conseillers. Bien sûr, tout cela provient de sources anonymes, mais malgré tout, les résultats semblent parler d'eux-mêmes. Je me demande dans quelle mesure tout cela illustre ce que vous venez de dire à propos de la condition et de l'état des États-Unis, leur politique étrangère, leur position dans le monde, étant donné qu'il semble que Donald Trump et son administration cherchent peut-être à engager de nouvelles guerres, que ce soit ce que nous voyons dans les Caraïbes, avec les frappes constantes contre ce que l'administration Trump appelle des narco-terroristes, alors que la Colombie, Trinité et Tobago et le Venezuela affirment qu'il s'agit de simples civils, dont certains sont rapatriés dans leur pays après cette attaque, par exemple contre le sous-marin ces derniers jours. Parlez-nous, si vous le pouvez, de ce dont il s'agit exactement. Donald Trump cherche-t-il, ou son administration, ou les États-Unis en tant que puissance plus large, à redéfinir leurs priorités? Est-ce pour cela que nous voyons toute cette tension autour de l'Ukraine, et peut-être une incapacité à se retirer, mais un va-et-vient constant, une tentative de geler le conflit, de faire tout ce qui est possible pour libérer les États-Unis pour d'autres entreprises? Je veux dire, si l'on parle de cette réunion très tendue, sa cause ultime ne réside pas seulement dans la personnalité de Donald Trump, même si, sans aucun doute, cela a joué un rôle, ni dans celle de Zelensky. C'est que pour les États-Unis en tant que superpuissance, qui aiment encore s'imaginer comme le grand hégémon mondial, l'Ukraine, au lieu de devenir un problème pour la Russie, ce qu'ils avaient probablement imaginé, devient de plus en plus un problème pour les États-Unis. Je ne dis pas que l'Ukraine n'est plus un problème pour la Russie, mais elle devient encore davantage un problème pour les États-Unis, et un problème pour lequel ils n'ont pas de réponse simple ni directe. Ils aimeraient que le conflit se fige, qu'il s'arrête et reste en l'état, car cela leur permettrait de s'en désengager. Mais les Russes n'y ont aucun intérêt. Ils aimeraient peut-être aussi que les Ukrainiens parviennent à une sorte d'accord avec les Russes, mais pour des raisons politiques et internes qui leur sont propres, les Ukrainiens n'y sont pas favorables, pas plus que les Européens. Cela explique donc les crises de colère, la fureur, les menaces, les cartes étalées par terre dont on nous a parlé. Tout cela découle de ce sentiment que la situation n'a tout simplement pas fonctionné et qu'elle échappe désormais à tout contrôle. Comme vous le savez, je vis en Grande-Bretagne, je vis à Londres, la capitale du grand empire mondial qui existait avant les États-Unis. Et l'une des choses que l'on remarque si l'on connaît un peu l'histoire impériale, c'est qu'à mesure que l'Empire britannique commençait à sentir sa faiblesse, il éprouvait le besoin de devenir plus agressif et à certains égards plus expansionniste sur ses marges. Ainsi, les années 1920 et 1930 ont été marquées par toute une série de conflits dans le monde arabe, en Afrique et dans toutes sortes d'endroits, bien plus que durant l'apogée victorienne de l'Empire britannique. La raison en était double.
D'abord, les peuples de l'Empire, ceux du centre impérial, voulaient entreprendre ces actions parce qu'ils souhaitaient se prouver à eux-mêmes qu'ils étaient encore forts. Et c'est un facteur qu'il ne faut jamais sous-estimer. Mais ce qui est encore plus important, c'est la nécessité de montrer aux autres que malgré la défaite qui se profile à l'horizon, l'Empire, la superpuissance, reste fort. Alors on cherche des adversaires faibles, on cherche des opposants vulnérables, on s'en prend au Venezuela, on parle de narco-terroristes, on fait toutes ces choses-là. On provoque des conflits là où ce n'est pas nécessaire. Et on devient plus belliqueux parce qu'on sent que les choses qui comptent vraiment sont en train de nous échapper. Puis-je dire que le conflit en Ukraine est évidemment la grande bataille géopolitique, militaire, cinétique, la crise avec la Chine, la guerre commerciale, la décision des Chinois de renforcer le contrôle des exportations de terres rares, la découverte par les États-Unis qu'ils n'ont aucun moyen efficace d'y faire face. Je pense que c'est au moins aussi important que la crise en Ukraine. Je pense que cela a été un choc profond, et on peut voir l'inquiétude dans les déclarations parfois incroyablement agressives faites à l'égard de la Chine par le président et ses hauts responsables, suivies de propos plus conciliants et accommodants, puis on revient à des attitudes grossières et agressives. Et encore une fois, c'est la même chose. Ne pas vouloir admettre sa faiblesse, vouloir encore montrer que l'on est fort, tout en cherchant d'autres occasions de démontrer sa puissance, pour dire aux Chinois, aux Russes, aux Indiens, aux Indonésiens, aux Vietnamiens, aux Sud-Américains et aux Africains, ne nous écartez pas. Nous sommes toujours forts. Vous savez, vous parlez de Donald Trump et de son administration qui deviennent parfois de plus en plus belliqueux, surtout envers la Chine, dans ce différend commercial qui ne disparaît pas. Voici Donald Trump, ce qu'il a dit à la presse à ce sujet, très brièvement. La Chine va acheter du soja. Je veux que la Chine arrête le fentanyl. Des choses très, vous savez, normales. Je ne veux pas qu'il joue au jeu des terres rares avec nous. Donc, il ne veut pas qu'il joue au jeu des terres rares avec nous. Il dit que la Chine boycotte le soja américain, accusant la Chine de nuire aux agriculteurs. Pendant ce temps, l'Argentine reçoit d'énormes plans de sauvetage, alors que les agriculteurs américains n'en reçoivent aucun. C'est donc un gros problème pour Donald Trump et la Chine. La croissance économique en Chine au dernier trimestre a été de 4,8%. Les médias s'affolent en disant que c'est très bas, mais la production industrielle reste très élevée et continue d'atteindre les objectifs. Pendant ce temps, les États-Unis traversent de nombreuses crises économiques internes, ce qui pourrait expliquer pourquoi il y a autant de démonstrations de puissance dans tous les sens du terme. Eh bien, absolument. Et bien sûr, l'autre point, et cela ressort très clairement, c'est que ce que Trump, Scott Bessent et les autres soulignent, c'est que ce que la Chine fait aujourd'hui aux États-Unis est exactement ce que les États-Unis ont fait à tous les autres pays depuis les années 1940. Je veux dire, ils ont imposé des sanctions et des tarifs douaniers, réglementé les exportations, instauré des contrôles à l'exportation. Dans les années 1950, je crois, ils ont mis en place un système de régulation pour empêcher l'exportation de biens de haute technologie vers l'Union soviétique et ses alliés. Cela n'a jamais disparu d'ailleurs. Il existe toujours des restrictions à l'exportation, il y en a toujours eu, sur les produits de haute technologie à destination des Russes. Dans les années 1980, ils ont arrêté d'exporter des ordinateurs et des microprocesseurs vers l'Union soviétique. Et maintenant, horreur, les Chinois leur font la même chose. On voit bien que cela viole complètement l'ordre normal des choses. Nous devons pouvoir faire cela aux autres. C'est absolument inacceptable.
Quand ils nous le font, mon Dieu, ils n'achètent même plus nos graines de soja. C'est scandaleux. Et encore une fois, je veux dire le problème fondamental, et c'est ce que cette série de commentaires de Trump a montré, c'est que les États-Unis, en fin de compte, n'ont pas de solution à cela. Quoi que dise Trump, il ne peut pas forcer la Chine à acheter du soja américain. Si les Chinois veulent acheter du soja d'Argentine ou du Brésil, ils le feront. Si c'est moins cher et économiquement plus logique pour eux d'acheter à l'Argentine ou au Brésil, ils le feront. On ne peut pas forcer les Chinois à acheter votre soja, pas plus qu'on ne peut les forcer à vous vendre leurs terres rares. Ainsi, les États-Unis se retrouvent une fois de plus confrontés à un problème qu'ils n'auraient jamais imaginé devoir affronter et qu'ils ne savent pas vraiment comment résoudre. L'un des grands, enfin, je pense qu'un des signaux d'alarme, c'est qu'à travers toutes les administrations que nous avons vues au cours des dernières décennies, les États-Unis ne cessent de parler de paix, de mettre fin aux guerres et de choses de ce genre. Un gros problème, à mon avis, c'est que les États-Unis, en tant que structure politique et économique, dépendent réellement de leur capacité à dicter leurs conditions aux autres dans le monde. Et on le voit encore beaucoup aujourd'hui, avec Trump qui formule des exigences envers le Venezuela, ces rapports curieux selon lesquels le Venezuela dirait « Nous allons tout abandonner ». Et Trump répondrait « Non, nous allons simplement continuer à vous bombarder et à opérer un changement de régime ». Avec la Chine, c'est toujours « Vous devez faire X, Y et Z pour nous », tout en n'offrant absolument rien en retour. Et c'est la même chose avec la Russie. Les États-Unis disent « Eh bien, la Russie doit faire ceci, elle doit faire cela, elle doit arrêter de tuer, elle doit comprendre qu'elle ne s'en sort pas si bien sur le champ de bataille. » Mais dans l'ensemble, l'approche consiste à dire « Nous savons ce qui est le mieux pour vous. Nous avons les réponses. » Entre guillemets, tout en oubliant l'histoire. Qui montre encore aujourd'hui que lorsque les États-Unis servent d'intermédiaires, comme c'est le cas à Gaza, cela ne se passe pas très bien. Non, absolument. C'est tout à fait exact. Et vous avez tout à fait raison. Les États-Unis non seulement partent du principe qu'ils ont le droit de dire aux autres ce qu'ils doivent faire, mais ils ont toujours supposé jusqu'à présent qu'ils avaient le pouvoir de contraindre les autres à faire ce qu'ils veulent qu'ils fassent. Pendant la guerre froide, on admettait qu'il existait deux superpuissances, et que les États-Unis devaient manœuvrer prudemment autour de l'Union soviétique, car celle-ci, même si elle n'était pas tout à fait aussi puissante que les États-Unis, restait néanmoins une force avec laquelle il fallait compter et qu'il convenait de traiter avec précaution. Mais depuis l'effondrement de l'Union soviétique, même ce sens de la retenue a disparu. Et il est aujourd'hui très très difficile pour les États-Unis d'accepter qu'ils ne sont qu'un pays. Puissant, certes, mais un pays parmi d'autres, et l'un de plusieurs qui peuvent aussi, comme les États-Unis, être considérés comme de grandes puissances capables de façonner leur propre avenir, de prendre leurs propres décisions et d'agir en conséquence. C'est indéniablement en train de créer une crise aux États-Unis, au sein même de la direction politique américaine, et c'est une crise qui n'a pas encore été résolue. Malheureusement, c'est une crise qui, à mon avis, comporte bel et bien le danger de conduire à des erreurs de calcul encore plus graves et à des actions encore plus imprudentes que celles que nous avons vues jusqu'à présent. Car, à mesure que les États-Unis ont le sentiment d'être continuellement, et avec succès, défiés par d'autres, il y aura au sein du pays une tentation de faire quelque chose de grand et de spectaculaire pour se réaffirmer comme puissance dominante. Et cela pourrait très très mal tourner, avec des conséquences potentiellement dangereuses.